Donc déjà, un premier postulat de départ, la raison d'être d'une société, quelle qu'elle soit, c'est de normaliser le plus grand nombre. N'oubliez jamais. Non seulement c'est un postulat, deux, c'est une réalité. Quand on regarde dans toutes les sociétés, la pure sociologie, elle est là pour normaliser le maximum d'individus. Donc on va faire un voyage dans le temps et on va essayer de partir, si vous voulez, allez, on va dire fin 1800, 1900. Essayez de vous projeter, voilà, peut-être dans vos grands-parents, il y a grands-parents, imaginez quelle était leur vie. Dans notre société, on reste en France, on ne part pas ailleurs. Hein. Imaginez, pas d'internet, pas de moyens de locomotion, on reste sur du local, on reste sur de la proximité, on a des parcours de vie qui sont quand même très, très linéaires. On reste là, on a des fratries qui vivent ensemble, qui travaillent souvent sur les mêmes sites, les mêmes lieux, et on a, à un moment donné, à partir de 1800, sachez-le. Alors, je vous demande d'être embarqué avec moi, mais de ne pas juger, parce qu'on ne vivait pas dans leur contexte. Donc on va parler de comment s'est construit un archétype. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans une société à cette époque? Les gens qui gouvernaient à cette époque, avec, je pense, ce qui était le meilleur pour eux à cette époque, ont choisi des valeurs. Donc on ne va pas se poser les questions, on verra après quelles sont les valeurs. C'est des valeurs qui correspondaient au contexte. Je vous le rappelle, le contexte, hein, on vit vraiment localement. On ne connaît pas, on reste effectivement sur des choses assez importantes. Donc on va imaginer ce qui appartient à la socio-analyse n'appartient pas à la PNL. Vous pouvez retrouver des choses de ressemblance, mais la socio-analyse est une partie de la sociologie des organisations méconnue du grand public. Elle ne travaille que sur l'histoire de vie des individus au sein même d'une société et elle observe les déterminismes qui vont se jouer sur les trajectoires de vie et les territoires. Des valeurs ont été posées. On ne va pas se poser de questions de savoir si elles sont bonnes ou pas, ça serait du jugement de valeur. Mais pour déterminer la majorité des individus qui étaient dans cette société, il faut des personnes qui représentent ces valeurs. Vous êtes d'accord? Le terme est toujours d'actualité, sachez-le. Et à l'époque sont nommés des agents socialisateurs. Donc les agents socialisateurs, c'est des groupes d'adultes qui vont être le représentant des valeurs qui ont été décidées pour normaliser localement au sein de la France et des territoires les choix qui ont été décidés. D'après vous, quels sont les agents socialisateurs les premiers qu'ont rencontré peut-être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents? Quand ils naissent, les premiers. Excellent, mais avant, quand ils sortent du ventre de maman. Non. Essayez de penser, la sémantique, elle a un pouvoir extraordinaire de l'époque. C'est la famille. On ne parlait même pas à l'époque des parents. Premier agent socialisateur, on parle de famille. Et revenez sur ce que vous avez dit. On ne parlait pas de curé. On parlait de... Non, oui, excellent. Mais avant, l'église. On parlait d'église. Deuxième agent socialisateur. Lequel manque avant ce que vous avez dit? Qui est toujours d'actualité. Oui, donc essayez de le voir dans l'agence, l'école. Vous voyez que la terminologie avant, elle était beaucoup plus globale, elle était plus collective, et vous allez voir qu'elle n'a pas le même impact. Donc dans l'ordre, on avait famille-école, en sachant que l'école avait déjà joué un rôle socialisateur sur la famille. On avait ensuite l'église, et ensuite on avait quoi? Comme vous l'avez dit, on avait localement l'instituteur, le notable, la personne qui avait dans la hiérarchie de la représentation sociale un rôle important sur le groupe. Donc on pouvait avoir quelqu'un qui avait une aristocratie, on avait l'école, le maître, on avait un notaire, on avait un médecin. On appelait d'ailleurs monsieur le docteur. On ne parlait pas de cette terminologie. Donc vous voyez que les agents socialisateurs, c'est des gens qui représentaient un certain niveau, un certain rang à l'époque. Et ces agents socialisateurs avaient la mission de pouvoir formaliser la normalisation là où elle était, là où ils étaient. Et n'oubliez pas qu'à l'époque de vos grands-parents, les moyens effectivement d'accessibilité à la connaissance n'étaient pas du tout les mêmes.
C'était pas déversé de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne remettait pas en cause l'agent socialisateur. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on remet tout en cause, nous. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. La hiérarchie sociale ne se remettait pas en cause. Donc on n'était pas là pour analyser si elle était juste, si elle n'était pas bonne, si elle était moyennement bonne. Elle était, j'ai presque envie de dire, indiscutable. C'était pas négociable. On avait des modèles, et ces modèles étaient une vérité absolue. Il faut savoir que les agents socialisateurs étaient là, donc on va appeler un mot un peu plus vulgaire, étaient là pour formater. Étaient là pour poser des choses qu'on allait appeler plus tard des déterminismes sociologiques. Les valeurs, alors qui a fait de la PNL ici? Est-ce que vous allez voir le même schéma que vous? Voilà. Les valeurs, n'oubliez jamais, on ne choisit pas nos valeurs quand on est enfant. Un territoire, une société a reçu des imprégnations qui s'appellent des imprégnations culturelles, environnementales, financières, économiques, familiales, et on ne les a pas choisies. C'est pour ça qu'en socio-analyse, je ne sais pas si vous dites les mêmes choses que nous en psycho, mais nous en socio, on dit que c'est des imprégnations. C'était toujours identique. Une fois que les valeurs ont été posées, des croyances de manière coercitive. J'ai une valeur, c'est toujours identique aujourd'hui, j'ai une valeur enfant, je ne l'ai pas choisie. Elle m'a été imprégnée par le milieu, vous êtes d'accord? Ça veut dire que ça va faire un travail coercitif. Coercitif, ça veut dire que vous en ayez conscience ou pas. Vous êtes obligé de fédérer inconsciemment à la croyance qui va avec la valeur. La croyance, de manière coercitive, a provoqué quoi? Une attitude. Et de manière coercitive, bien évidemment, en face à face, un comportement. Ce que je viens de vous montrer là, c'était à l'époque ce qu'on appelle, c'est toujours valable, hein, culture d'appartenance. C'est le terme pur en socio-analyse qu'on exploite. Peut-être que vous l'avez entendu, modèle, on dit on a un modèle, mais c'est un synonyme, c'est la même chose. Où on va parler également, si vous voulez, de cadre de référence, vous l'avez peut-être entendu comme ça. Mais ça, c'est transférable, transposable. C'est-à-dire que chaque personne à l'époque, c'est toujours d'actualité aussi, on va y revenir dans le voyage, une fois qu'on a eu ce cadre de référence, cette culture d'appartenance, elle était valable pour nos grands-parents sur le plan individuel, mais ils allaient effectivement le reproduire à la micro-famille, à la grande famille. N'oubliez pas que les familles habitaient souvent dans les mêmes rues, dans les mêmes trottoirs. C'était même localement, tout le monde gardait tout le monde. Les enfants, on parlait vraiment de fratrie, mais qui étaient vraiment imprégnés des mêmes choses, transférables, transposables. N'oubliez jamais. Mais il faut savoir que c'est transférable, transposable sur la ville, sur le territoire, sur la région, sur la France, transposable aussi au niveau de l'Europe. Donc tout ce que je vous dis, essayez cette gymnastique mentale de vous dire, on a un cadre de référence qu'on a nous individuellement, mais on est aussi imprégné par tous les cadres de référence annexes et systémiques qui sont à nos côtés. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on n'a pas les mêmes valeurs que Toulouse. Et voilà, imprégnation, est-ce qu'elles sont meilleures, bonnes, qui on est pour le décrire? Mais on a des imprégnations y compris de territoire. Pourquoi vous arrêtez à l'Europe? Comment? Pourquoi vous arrêtez à l'Europe? Ah, parce que c'est partout pareil. Et puis j'ai 10 minutes peut-être pour vous parler de ça. C'est partout pareil. Si je parle de l'Afrique, je vais vous dire, moi j'ai travaillé au niveau de la socio-analyse, mon mémoire était sur la normalisation. Et c'est incroyable, ce qui est normal chez nous, hors Europe, va devenir anormal et vice-versa. C'est-à-dire que les modèles, c'est pour tous les citoyens du monde. Mais je m'arrête là, parce qu'autrement, on va partir. Les cadres de référence des Anglais, les cadres de référence des Suisses, les cadres de référence de l'Afrique, de l'Algérie, c'est des cadres de référence. Et ils ne sont pas les mêmes que nous. Ils ont des imprégnations, ils ont des... dans tous les domaines. C'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas, transférable, transposable. Mais avant, n'oubliez pas qu'à l'époque des générations avant, c'était beaucoup moins complexe. D'abord, le mot complexe n'existait pas, puisqu'on disait compliqué, et nous, on n'a plus le droit de l'employer, c'est rayé du dictionnaire, on parle de complexité. Et il faut savoir qu'avant, c'était des parcours linéaires. Et les gens ne voyageaient pas, on va dire, sur les territoires hors de l'Europe. C'était vraiment un privilège de sortir de son territoire. Ça fait que les parcours étaient très linéaires. Et les cadres de référence ont retrouvé quand même les mêmes familles,
Pourquoi? Parce que les valeurs qui dominaient, qui avaient été prônées